Bonjour. Bah, ça fait un moment que... Alors là, ça va monter. Donc je vais souffler. Et puis... Ça fait un moment que j'ai pas marché. Et les jours sont très courts. Et le temps est très maussade. Alors... on n'a pas envie... On n'a pas envie de sortir le bout de son nez à l'extérieur. C'est des moments un peu, c'est une époque où il faut être courageux pour sortir. C'est pas comme s'il y avait, on était à la montagne avec un ciel bleu, pardon, et un froid bien sec. Là, on a eu beaucoup d'humidité, et là aujourd'hui, bon, il fait froid, mais ça va. Pas d'humidité. Donc on peut sortir un peu et marcher. Ce qui est quand même une bonne chose. Alors oui, comme vous avez pu le voir, Christophe Chalençon est décédé hier d'un cancer. Il a abrégé certainement, d'après ce que j'ai compris, c'est l'agonie de la fin de vie. Ça, c'était le genre de tempérament à choisir son heure. Courageux certainement jusqu'au bout. Il y a des... Et ça m'a donné l'occasion de refaire une rétrospective de ce qu'il a pu faire, de ses actions, de ses... Je connais pas personnellement, évidemment, le personnage. On en a eu un aperçu à travers surtout les médias, les réseaux. Il avait des propos qui nous semblaient être justes, mais je connais pas sa vie, je connais pas ses actions, je connais pas assez pour vraiment répondre de lui surtout. Il faut bien connaître les gens, vous savez. Il y a ce que l'on affiche, il y a ce que l'on dit, et puis il y a ce que l'on est. Et des fois, c'est pas forcément cohérent. Et Christophe Chalençon, je ne le connais pas personnellement, je ne connais pas je n'ai pas connu sa vie, et je n'ai pas... et je n'ai pas du tout... je n'ai pas du tout, comment dire... les moyens et comment dire et normalement je cherche le mot, je n'ai pas la... Vous savez, quand on cherche des mots, des fois juste, c'est un peu pénible. Là, je trouve pas le mot. La légitimité, voilà. Je n'ai pas du tout de légitimité pour parler de Christophe Chalençon. Moi, j'ai vu un homme courageux, j'ai vu un homme que j'ai senti droit dans ses bottes. C'est un homme qui a pris beaucoup de risques, qui a fait de la prison, tout ça. Bon, je sais qu'il est allé loin parfois, et c'est toute l'histoire. Et ça, c'est en fait, ça suscite en fait quelque chose dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous dis bien, le Christophe Chalençon, c'est terrible cet homme qu'on a perdu parce qu'il faisait quand même partie des personnages un personnage opposé
à ce que nous déplorons, mais je ne peux pas répondre, bien entendu, de sa vie, parce que autant il y a les gens proches, je connais leur vie, et je peux répondre d'eux en disant, voilà, c'était un type droit, un type qui s'est bien comporté, etc. dans la vie. Là, j'en sais absolument rien, et c'est important aussi de bien se comporter dans sa vie, même si on fait des erreurs, même si tous on fait des erreurs, mais c'est important malgré tout, de faire un lien entre la vie, notre vie, et les propos que nous tenons publiquement. Ça, c'est important pour les politiques, c'est important pour ceux qui se manifestent publiquement et qui tiennent des discours. Ça me semble important. Alors, moi, ce que je vois, si on voit les positions publiques de Chalencon, si on voit, et il n'est pas le seul, hein. Il y en a d'autres comme ça qui prennent des positions fortes publiquement. Il y a un moment donné où certaines personnes, certains personnages je dirais, apparaissent sur des médias de grand chemin. C'est-à-dire les médias mainstream, on les voit apparaître. À partir du moment où vous apparaissez sur, par exemple, un média comme CNews, puis qu'ensuite vous avez un autre média comme C'est dans l'air ou je ne sais quoi vous invite, vous changez de statut. C'est-à-dire que votre notoriété commence à avoir un réel impact. Et les renseignements généraux, les services de l'État, bien entendu, contrôlent, surveillent et suivent de près les gens qui sont dans une position, je dirais, haute au niveau médiatique, c'est-à-dire les opposants au système actuel, au régime actuel, ont le droit de s'exprimer dans un cadre précis et ont le droit de s'exprimer et de dire plus ou moins des choses, mais faut pas non plus dépasser certaines lignes rouges. Sinon, c'est immédiatement la sanction, c'est-à-dire on commence à vous intimider par une convocation, soit à la gendarmerie, soit à la police, et puis une petite garde à vue, en général, calme les ardeurs des uns et des autres, parce que la garde à vue, c'est déjà... c'est pas toujours évident. Et puis, pour ceux que ça ne refroidit pas, bah c'est la casse-prison. C'est-à-dire, on trouve un motif pour mettre la personne en prison pendant 3 mois. C'est des prisonniers politiques, mais on les met 3 mois en prison pour calmer le jeu, et puis qu'ensuite ils puissent se taire, quoi, qu'ils puissent arrêter d'aller au-delà de ce qu'on leur permet d'aller. C'est pour ça que, et ça les gens le sentent bien, et c'est pour ça qu'il y a une forme de terreur qui est plus ou moins diffuse et pas explicite, parce que les gens savent, la plupart des gens savent que à partir du moment où tu t'exprimes, à partir du moment où tu t'exposes, tu prends un risque. Et donc moi je suis également, en ce qui me concerne, je suis conscient plus ou moins du risque que je prends en m'exposant et en parlant publiquement. Il y a évidemment, quand vous avez une chaîne avec 10 000 abonnés, 20 000, 30 000, je dirais jusqu'à 100 000, ça va, vous restez un petit énergumène qui s'excite dans son coin, dans sa petite campagne, tu fais pas partie de mouvement, t'es pas inscrit même pas dans un parti politique, tu t'égosilles avec un auditoire qui est toujours plus ou moins convaincu. Ça les dérange pas trop. Ils savent qu'il faut quand même
permettre une certaine forme d'opposition pour faire semblant que on est encore dans un régime de liberté. Donc du coup, tant que tu vas pas loin, tant que tu joues un petit peu, tu frôles un peu la ligne jaune, mais tu la dépasses pas vraiment, on te tolère. Et puis, il y a le Rubicon. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, il faut pas dépasser le Rubicon. Si tu dépasses le Rubicon, là, tu vas commencer à avoir des ennuis. Ça dépend ce que tu dis, ça dépend ce que tu suggères, et ça dépend évidemment qui tu critiques, ou qui tu remets en cause, et comment tu le remets en cause, sur quel motif, sur quelle base, sur quels éléments. Et là, c'est ainsi que certains, poussés par leur propre énergie intérieure, leur envie d'en finir, ou leur envie presque de se sacrifier, il y a une forme d'auto-sacrifice chez certains qui consiste à aller très très loin pour dénoncer des choses qu'ils ont vues de près et dont ils ne supportent plus l'injustice, supportent plus le fait de connaître aussi, le fait d'approcher certains éléments de la société que la plupart des gens ignorent. Quand vous prenez connaissance de certaines choses, soit vous vivez dans le secret avec, et vous avez l'impression d'être lâche parce que vous dites, je suis lâche, si je les révèle pas, si je les dénonce pas, je suis lâche. Et si vous en avez la connaissance et que vous les diffusez, et que vous décidez de les dénoncer, et que c'est des choses dont l'État sait que ça existe, que c'est vrai, là vous allez avoir des ennuis. D'où parfois l'intérêt de ne pas être tellement au courant des choses pour pas être menacé. Vous exprimez sans vraiment savoir. Et là, vous êtes inoffensif pour le système. Mais si vous avez accès à certaines informations, et ça, l'État, les services secrets, le renseignement, savent le voir si vous avez eu accès à des choses. Si vous avez eu accès à des choses, là, par contre, vous devenez une menace. Alors, il y a plusieurs moyens de vous éliminer. La première chose, c'est de vous faire peur, de vous menacer. Et la deuxième chose, après, c'est de vous éliminer, soit en faisant en sorte que vous soyez malade, que vous soyez... ou une visite dans votre logement, où on casse tout, on détruit tout. C'est une autre forme d'intimidation, on saisit tout. On envoie des racailles chez vous pour tout démolir ou pour vous menacer. Bref, il y a tellement de moyens pour vous éliminer ou vous faire peur, vous terroriser, pardon. Eh bien, tout ça, ce sont des moyens de pression qu'ont certains pouvoirs pour que tu la fermes, quoi. Ça dépend où on se situe. Ça dépend ce que vous savez, ça dépend ce que vous savez ou ne savez pas, etc. Donc vous êtes fatalement sous surveillance. On vous observe, on dit voilà, on estime que vous êtes pour l'instant inoffensif, donc vous n'avez pas de problème, continuez à parler tranquillement. Ou alors, à un moment donné, on estime que vous commencez à avoir une notoriété, vous commencez à avoir une certaine influence, et là, évidemment, en fonction de vos analyses, de ce que vous faites, de ce que vous dites, eh bien, vous pouvez être évidemment en danger. À partir du moment où vous savez des choses, à partir du moment où vous êtes sur les réseaux avec une grosse audience, et à partir du moment où vous n'êtes pas objectivement ennuyé, qu'on vous laisse tranquille, c'est que vous avez passé un pacte avec le pouvoir, soit un pacte objectif ou subjectif, soit c'est un pacte que réellement vous avez passé un accord réel, ou soit peut-être il n'y a pas eu, je dirais, c'est pas le terme, c'est pas objectif ou subjectif, c'est formel ou informel. C'est ça que je voulais dire. Donc vous avez un pacte formel avec le système. Vous jouez l'opposition, c'est-à-dire l'opposition contrôlée. Et là, on vous laisse libre. Et vous savez quelles sont les règles du jeu.
et on vous dit ce que vous devez, ce que vous pouvez dire, ce que vous pouvez dénoncer, ce que vous ne pouvez pas révéler. Ça, c'est le pacte formel. Soit il y a un pacte informel, ça veut dire que vous n'avez pas de ligne qui vous est imposée, c'est vous-même que vous vous autocensurez. C'est-à-dire que vous savez ce que vous devez dire pour ne pas être ennuyé, et vous savez ce que vous pouvez dire exactement, quelles sont les limites de votre discours, etc. Vous voyez, on navigue dans ces eaux-là. On est dans ces zones subtiles où effectivement c'est un peu complexe. Alors, il est évident que à partir du moment où vous avez une position publique, vous prenez publiquement position, comme je prends parfois position, il est évident que vous prenez des risques. Et ces risques-là sont, évidemment, c'est l'autre qui se mouille, c'est des risques que vous ne prenez pas. Quand vous regardez les vidéos, vous les regardez certainement parfois même au coin du feu, dans une maison confortable ou dans un appartement confortable. Et c'est un spectacle de voir les autres se faire dézinguer. Parce que, puis vous dites, bah oui, bon, un de moins, c'est pas grave. C'est pourquoi c'est pas grave, parce que vous n'êtes pas touché personnellement, vous n'êtes pas visé. Et c'est très confortable de regarder les autres se faire tuer et soi-même de ne pas être en danger. Alors tant qu'on est dans cette situation-là, évidemment, ça va pas. Ça va pas parce qu'on ne peut pas vivre comme ça sa vie par procuration en regardant les autres et en ne faisant rien. C'est pas possible. Il y a pas ceux qui se mouillent d'un côté, qui risquent gros parfois, et qui vont jusqu'à risquer leur vie, et puis les autres qui regardent comme ça, disent ah bah oui c'est bien ce que tu dis, c'est chouette, c'est bien, ouais je suis d'accord, mais voilà c'est tout. Puis après on passe à autre chose, on regarde une autre vidéo. Ça c'est pas possible, ça ne peut pas, le système tel qu'il fonctionne, ça va pas. Et donc moi ce que je pense, c'est que tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, nous serons tous concernés par la dégradation et l'effondrement de notre société telle que nous la voyons, et que cela aura des répercussions sur chaque personne, sur chacun d'entre nous. Et de ce fait, nous serons jugés par rapport à ce que nous avons fait, ce que nous avons été, et nous serons jugés. Quand je dis nous serons jugés, je ne parle pas d'un jugement divin, c'est pas forcément ça dont il s'agit, mais il y a malgré tout, ce sera un jugement que nous aurons sur nous-mêmes, certainement, un regard que nous aurons sur nous-mêmes, en disant, tu vois, tu es resté sous la touche tout le temps, tu t'es pas mouillé, tu t'es pas engagé, et aujourd'hui tu crèves, mais tu as mérité de crever parce que tu n'as pas bougé ton cul, tu n'as pas trouvé un moyen de participer à une opposition légitime concernant le déferlement de mal qui arrive dans notre société. Et donc, parce que théoriser, c'est bien, spéculer, c'est bien, mais c'est facile. Tout ça, c'est facile. Tant que la personne ne s'engage pas vraiment, ne se mouille pas vraiment, ça reste un exercice facile. Alors je sais qu'en ce qui me concerne, quand j'ai fait mes vidéos, j'ai pris des positions. Je savais qu'à un moment donné, surtout ça a commencé avec le Covid, j'ai su que je commençais, à partir du moment où j'étais censuré, etc., j'ai compris que là, ça commençait à être chaud pour moi parce que déjà, c'était pas du tout apprécié que
que je m'exprime ainsi simplement sur un vaccin, c'est tout. C'était déjà être, c'est déjà être récalcitrant, insurrectionnel de parler simplement du danger d'un vaccin, c'est tout. Rien que ça, c'était déjà un problème. C'était les prémices d'une situation qui allait se resserrer de plus en plus, et aujourd'hui, elle va se resserrer, c'est évident. Alors, oui, je me souviens, ma mère, elle me disait « Fais attention François », mon père aussi, il me dit « Oui, tu sais, fais attention, tu vas avoir des problèmes », parce que mes parents le savent, ça. Ils comprennent que c'est risqué ce que je fais. Ils comprennent que le fait de parler comme ça... Alors, il y a des gens qui disent « Il fait ça pour de l'argent ». Alors, il y a tellement d'autres manières de faire de l'argent, vous savez, mais c'est vraiment dégueulasse de dire des choses pareilles, parce que franchement, alors, parce que vous envoyez sur les sites, hein, ils font de l'argent sur les réseaux, il y a moyen de faire de l'argent avec du divertissement simplement. Là, c'est pas faire de l'argent, c'est s'engager. Mais vous avez des sites, vous avez des youtubeurs qui font de l'argent en faisant que du divertissement, et là ils ont un succès fou, et ils prennent aucun risque. Ah oui, vous pouvez dire qu'ils font de l'argent. Moi, me dire que je fais de l'argent, alors là, c'est vraiment une grosse blague. Hein. Alors bien sûr qu'on a besoin financièrement. J'ai tellement fait d'argent que quand Christophe a eu besoin d'aide, je lui ai envoyé un chèque, vous voyez. Donc c'est pas l'argent pour moi en plus, mais bon. C'est pour ça que vraiment... Et puis, j'ai une vie extrêmement sobre et simple, alors franchement, non. Mais, c'est pas grave. Moi, j'ai besoin de faire ce que j'ai à faire sur cette terre, et ensuite, je dégage. C'est tout. Vous savez, c'est chacun a sa vie. Et chacun sait ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, et comment chacun réagit dans sa vie. Ça regarde chaque personne. Alors, c'est en âme et conscience qu'on décide de faire ce qu'on fait dans notre vie. C'est en âme et conscience. Soit on vit toute sa vie comme un lâche, un poltron, ça peut être comme ça, hein. C'est pas un problème. Après, c'est le problème de la personne, elle. Ou soit vous décidez de dire, il y en a marre, c'est pas possible, on peut pas laisser comme ça les choses se dégrader à ce point-là. On peut pas. On doit réagir, on doit se mobiliser, on doit... Alors, évidemment, les moyens sont autres qu'avant. Ils ont changé, les outils ont changé. On ne fait plus la révolution comme avant. On ne résiste plus au système comme on résistait avant. On ne va pas aller avec nos fourches et nos fusils faire la révolution, c'est ridicule. Mais il y a d'autres moyens. Il y a une autre manière d'être, de faire. Et ça, c'est important. Très important. Alors oui, j'ai besoin du soutien des gens qui sont comme moi. Il y en a qui sont très âgés, il y a des gens qui ont 80, 90 ans, qui sont évidemment, qui n'ont plus la force, qui n'ont plus de force, qui sont malades. Bah, chacun fait comme il peut, en fonction de son état de santé, son énergie. Mais il est clair que j'en vois beaucoup traverser la vie comme s'ils étaient dans un car, vous savez, un bus, vous savez, ces bus qui font le tour du monde, ou ces bus qui font des voyages organisés. C'est un peu ça, ils regardent par la fenêtre comme ça, ils s'arrêtent pour prendre une photo, puis ils repartent, sans vraiment comprendre leur vie, sans comprendre et sans comprendre les enjeux de cette vie. Parce que, évidemment, il y a un enjeu.
c'est quelque chose que je ressens. Il y a un enjeu. Et cet enjeu, il est vraiment pour chaque personne, pour chacun. Il y a un enjeu. Et cet enjeu-là, il est très important. C'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on touche la question profonde. Il y a un lien entre notre progression intérieure, spirituelle, et notre courage à nous battre contre un système malveillant, injuste, contre cette force cruelle qui s'exprime à travers les adversités que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. Il se manifeste, c'est une adversité multiforme. Et aussitôt qu'elle se présente, c'est normal de se battre, c'est normal de résister, c'est normal de ne pas capituler, de dire non, toi tu passeras pas chez moi. Donc ça passe par des tas de choses. Il y a des tas de protections qui sont d'ordre rituel, ce sont des protections qui sont normales, que l'on fait, quelles que soient nos croyances et nos religions, il y a des protections, comment dire, on appelle ça je cherche encore le mot, oui. Bon, écoutez, ça viendra. Enfin bref, vous avez des protections qui sont importantes, des médailles miraculeuses, ce que vous voulez, une croix, j'en sais rien, en fonction de vos croyances, mais ça c'est déjà bien de se protéger, ce côté-là. Parce que l'adversaire, il est là, il est toujours là. Mais il est multiforme, donc c'est à nous d'avoir cette arme du discernement, cet œil pour discerner. Et puis ensuite, il y a le courage qu'on doit avoir face à l'adversité en disant non, je ne capitulerai pas. Alors évidemment, parfois on croit perdre notre vie, on croit qu'on va tout perdre, qu'on va perdre notre petit confort, qu'on va perdre notre tranquillité. Mais on ne perd pas notre tranquillité parce que là, il n'y a rien qui est tranquille ici. C'est une fausse tranquillité. C'est un faux confort. C'est pas vraiment confortable. C'est pas tranquille. C'est tout le temps l'adversité. Et je vais vous apprendre quelque chose. Quand vous trouvez un moyen de... Alors, c'est là qu'il faut être intelligent. Pour ça, on va revenir à Chalencon. Quand vous exprimez votre position, quand vous vous mouillez, il y a des conséquences curieusement heureuses qui vous arrivent. Attention, c'est pour ça, on n'est pas perdant non plus. Ça, c'est pour savoir qu'il y a des paradoxes dans notre vie. Et que quand vous portez le coup à l'adversaire à travers une action que vous faites, il y a quelque chose en retour de positif qui arrive aussi. C'est-à-dire que, et vous obtenez plus de protection paradoxalement en vous engageant. C'est comme si votre armure se renforçait au fur et à mesure que vous êtes rentré dans la bataille. Ça, je l'ai constaté aussi. C'est-à-dire que votre courage est récompensé par une augmentation de votre force. Et il y a une force qui s'accompagne du geste que vous allez accomplir dans cette vie. Ça va ensemble. Donc vous voyez qu'il y a un gain. Mais il ne faut pas le faire pour ça, mais en même temps, il est là, ce gain. Donc vous n'êtes pas la victime, c'est pas un discours de victimisation où tu dis moi je suis victime, c'est malheureux, je lutte contre l'injustice. Non, vous avez aussi un bénéfice quelque part. Je dirais que c'est la comptabilité divine, si vous voulez. C'est une comptabilité
surnaturel, mais il y a des choses il y a des choses, des rencontres, des événements que l'on vit, que les autres ne vivent pas dans la médiocrité. Ceux qui sont installés dans la médiocrité seront médiocres partout. Ils feront pas de rencontres intéressantes, ils auront une vie très très banale, très médiocre. Il leur arrivera que des petits problèmes de la vie quotidienne parce que justement ils n'ont pas franchi le Rubicon qu'on leur demande de franchir. Si tu franchis ce Rubicon et que tu te donnes et que tu rentres dans la bataille, t'arrives moins de problèmes dans la vie. C'est comme si tu étais, comme si tu avais plus de protection aussi. Mais attention, c'est là qu'il faut faire attention. Et je crois que c'est là où certains youtubeurs ou certains, enfin c'est pas vraiment des youtubeurs, mais certaines personnalités qui ont un charisme, certains leaders, voilà, cherchez le mot, certains leaders, c'est là que certains leaders se grillent parfois les ailes. Pourquoi? Parce que ils ont franchi certaines étapes que les autres ne franchissent pas. Et ils ont goûté il y a un côté adrénaline. Ils ont goûté au plaisir de transgresser. Et la révolution, la résistance que vous voulez, l'opposition, les a galvanisés dans leur démarche parce qu'ils sont galvanisés par peut-être un peu de dopamine et un peu de... Et par aussi cette force qu'ils ont découvert en eux et qu'ils ne soupçonnaient pas. Et cette force, elle leur a été réellement donnée, mais ils en ont abusé. Ils ont cru que c'était leur force à eux. Ils l'ont pris pour eux. Et donc, en général, je dis bien en général, les leaders, les chefs charismatiques comme ça, commencent à avoir un ego surdimensionné. On pourrait dire que c'est le cas un peu de Soral, je pense à Soral d'un seul coup. Et c'est des gens qui ont un ego surdimensionné et qui sont galvanisés et complètement enivrés par l'effervescence qu'a provoqué leur courage au départ, oui, mais ça se retourne contre eux au bout d'un moment parce que ils se sont crus habités d'une force qui était leur force à eux, mais c'est pas leur force à eux. C'est une force qui nous est donnée, mais dont on n'est pas propriétaire. Et elle est là la subtilité. Et donc, comme vous n'êtes pas propriétaire de cette force, vous devez rester prudent. Vous devez rester mesuré et vous devez rester surtout connaître et savoir quelles sont les règles invisibles qu'on peut franchir ou ne pas franchir. Parce que là, le monde visible et le monde invisible sont mélangés. Et si vous franchissez certaines règles, certaines lois, vous-même, sans en avoir le droit, sans en avoir l'autorisation, il vous arrive des tuiles aussi. Et là, vous êtes éradiqué, vous êtes cassé, vous êtes, comment dire, vous êtes écrasé, éliminé du jeu. C'est pour ça que nous devons être courageux, mais pas inconscients. Nous devons prendre position, nous ne devons pas vivre comme des lâches, mais nous savons qu'il y a des choses que on ne peut pas tout dire sur les réseaux, on ne peut pas tout révéler, on ne peut pas tout balancer comme ça. Il y a une responsabilité, et parce que on ne peut pas aller au-delà de ce qui nous est permis, parce que parfois, en étant trop fort, trop transgressif, on peut faire plus de mal que de bien. Il faut y aller avec la petite cuillère parfois, parce que la vérité, elle peut tuer des gens,
même si c'est une vérité, mais elle peut bousculer, tuer, rendre malade, perturber. Et c'est là où, quand on a une position publique, on doit être prudent et faire attention. Vous savez, c'est comme le médecin qui détient une connaissance à propos de la maladie d'un patient. Eh bien, pour le bien du patient, il n'est pas nécessaire de lui révéler toute la vérité. Parfois, il faut... Parce que le médecin, le bon médecin, il sait que son diagnostic d'aujourd'hui peut être aussi corrigé par simplement l'attitude du malade qui, lui, va, en étant peut-être positif, ou tout au moins en prenant, en gardant en lui l'espérance, ça va être un facteur de soins, un facteur de guérison. Et donc le médecin peut très bien avoir un diagnostic aujourd'hui, mais il sait que si ce diagnostic, il le révèle tout à fait, dans toute sa vérité, il peut condamner son malade, alors qu'en réalité, s'il retient ce diagnostic en disant « oui, aujourd'hui, il y a peut-être un diagnostic qui est mauvais, mais peut-être que demain, si je ne révèle pas tout, il va s'auto-guérir lui-même par une alchimie dont il ignore le processus, mais dont il sait que ça peut opérer aussi. » Vous voyez, c'est ça l'intelligence, de détenir une vérité, mais la vérité de ce jour-là, elle peut changer demain, elle peut être modifiée. Et donc, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout balancer. On ne peut pas non plus balancer des choses dont les gens ne savent pas que faire. Si vous balancez des horreurs et que les gens sont dépourvus parce qu'ils disent « mais oui, mais qu'est-ce que je fais avec cette information-là? Qu'est-ce que j'en fais ?» Vous les rendez donc malades parce qu'ils sont impuissants, ils ne peuvent pas agir. Et si vous entraînez des gens avec vous dans un processus où ils n'ont pas les moyens de se battre, pas les armes, c'est comme si vous les emmeniez au combat désarmés, ça va pas. Donc c'est important quand vous êtes leader, quand vous êtes un personnage public, de bien mesurer ce qu'on peut dire ou ne pas dire, ce qu'on peut proposer ou pas. On a une responsabilité, c'est certain. C'est pour ça que les sujets, vous savez, qui concernent la maltraitance des enfants, tout ça, c'est des choses qui sont... Donc, on peut savoir comme ça, mais il n'y a pas nécessité de rentrer dans les détails, il n'y a pas nécessité de tout connaître là-dessus. Pourquoi? Parce que nous, comme nous sommes impuissants, comme nous ne pouvons pas changer ça. Nous n'avons pas les armes, nous n'avons pas le pouvoir, et nous ne détenons pas, nous, les instruments pour lutter contre ça. Eh bien, ça risque de nous perturber, de nous faire beaucoup plus de mal que de bien, et ça peut même nous conduire nous-mêmes à nous détruire intérieurement. C'est pour ça que tout n'est pas bon à dire, tout n'est pas bon à dénoncer. On y va à petite dose en fonction en fonction de l'évolution de la personne, en fonction de ses forces aussi, ce qu'elle peut intégrer ou pas intégrer. Et nous, quand on parle sur un média, si vous parlez sur un média, vous vous adressez d'une manière inconditionnelle à des tas de profils, des tas de gens. Et ça, on doit en tenir compte aussi. C'est ce que je vous expliquais une fois, c'est qu'il y a des choses qui ne peuvent être dites que dans un cercle restreint, dans un cercle intime, et d'autres des choses qu'on peut dire publiquement, même si ça paraît parfois un peu banal, un peu, comment dire, peu original. Voilà, c'est la même chose, c'est ce que je dis. Même si ça vous paraît un peu banal, mais c'est déjà ça. Et puis, puis ceux qui savent peuvent sentir qu'à travers une petite allusion, un mot, que vous en savez plus, mais que vous ne voulez pas le dire, vous ne voulez pas tout dire. Vous voyez, tout ça est important. Bon, intuitivement, certains le savent. Et c'est pour ça que certains savent qu'on ne peut pas tout dire et qu'on peut dire que certaines choses, etc. C'est bien, c'est bien. Et le système nous surveille de toute façon. Le système et la société et ceux qui ont le pouvoir nous surveillent également, parallèlement. Et ils sont eux aussi au courant des espèces de lois qui sont invisibles, mais qui, malgré tout, sont réelles.
Donc c'est pour ça que c'est pas si évident de se prononcer publiquement sur des questions de société, tout ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un cadre, parfois, même si c'est un cadre politique, mais on a besoin d'un cadre pour nous-mêmes nous exprimer, en étant protégés par ce même cadre, de façon à ne pas, justement, partir en live sur des questions que malheureusement on ne peut pas dire, on ne peut pas dévoiler, etc. Bon, j'espère que c'est clair. Vous voyez, le jour il tombe là, ça y est. Ça va être bon pour rentrer à la maison. D'ailleurs, c'est ce que je fais, je rentre à la maison. À chaque fois que je me lance dans ce genre d'explication de développement, je me dis, est-ce que je suis clair? Est-ce que j'ai été clair ou est-ce que je suis confus? Parce que, évidemment, il y a plusieurs aspects. Vous savez, c'est un... Puis des fois, je trouve pas toujours le mot. Comme c'est de l'improvisation, j'ai pas toujours l'inspiration qui convient pour choisir un vocabulaire adapté. Et ça, après, je me dis, c'était tel mot que je voulais dire. Après, quand je regarde ma vidéo, je me dis, merde, c'était tel mot que je voulais exactement dire et je le trouve pas, forcément. Mais bon, je crois que globalement, je me suis fait comprendre. C'est le sens, moi j'en viens toujours à ça, hein, c'est le sens de notre incarnation dans ce monde. Vous savez, bon, c'est vrai que j'ai changé, beaucoup de choses m'ont fait changer. Et je dois dire que j'ai de moins en moins peur, quoi. Je dis pas que j'ai pas peur, mais j'ai de moins en moins peur. Pourquoi? Parce que le décès de ma mère a été un événement évidemment fondamental dans cette métamorphose qui s'est faite en moi. C'est clair que une partie de moi a complètement s'est désincarnée, je pourrais dire ça, oui. N'est plus vraiment de ce monde. Mais ça, c'est dû à la perte de ma mère. Et j'ai l'impression d'avoir un pied dans l'autre monde et un pied dans ce monde. Un pied dans les deux mondes. De plus en plus, d'ailleurs. Et puis, il y a le cancer qui m'a aussi révélé que voilà, c'était peut-être foutu. Et je me suis dit, voilà quoi. En réalité, cette vie, elle est clac, d'un seul coup, on peut te la retirer très facile. Tout, c'est pas un accident, mais le cancer, tu dis, là, ça y est, ça peut dégénérer, tu peux avoir des métastases, et puis paf, ça va être la grosse galère, et tu vas, voilà, il te reste. Tu te restes quoi? À quoi tu t'intéresses dans cette vie? Alors là, ça te donne encore un coup de fouet pour te consacrer à ce qui est important, ce qui te semble important dans cette incarnation, dans cette vie. Et je me dis, ne pas rater sa vie. Les gens pensent que c'est gagner l'argent, avoir une belle carrière, tout ça. Enfin, tous ceux qui m'écoutent ont dépassé ça. Ça, je sais, ils sont plus là-dedans. Mais bon, mais il y en a qui sont encore là-dedans, évidemment. Mais c'est une illusion absolument idiote, quoi. C'est une bêtise. Non, ne pas rater sa vie, c'est accomplir sa vie comme on doit l'accomplir en fonction. C'est notre âme qui doit s'incarner. Notre âme on doit laisser la place à notre âme qui demande qu'une chose, c'est à s'incarner et à opérer. On a une forme de destin qui correspond à cette ouverture et cette place qu'on doit laisser à l'autre, au double, à l'âme, on l'appelle comme on veut. Et ça, je suis en train de le réaliser intérieurement. Et ça, c'est le cancer qui m'a fouetté, je dirais là-dessus, qui m'a stimulé. Je me suis dit, ah, encore un moyen de me détacher. Vraiment. Alors c'est pour ça, vous savez, quand on vous apprend que vous avez le cancer, qu'est-ce qu'on peut contre vous après? Qu'est-ce qu'on peut vous menacer? Je veux dire, c'est
évidemment que vous avez moins peur, parce que vous dites, qu'est-ce que ça peut être? Il n'y a pas pire que de vous annoncer que vous allez mourir, quoi, d'un cancer. Vous savez que on vous annonce qu'un cancer, ça veut dire que vous avez peut-être une possibilité de mourir, et que tout comme ça, et que la vie, ça y est, c'est fini, tire le rideau, partez. Alors vous avez beau avoir des économies ou pas, une maison ou pas, tout ça devient tellement superficiel, parce que vous dites, qu'est-ce que ça a à faire, que j'ai des sous sur mon compte ou pas, que j'ai ma maison ou pas, tout ça vous paraît, mais alors anecdotique, quoi. C'est parce que vous savez que vous savez que c'est anecdotique. Si vous quittez ce monde, vous n'allez pas, évidemment, vous n'allez pas emporter tout ce que vous avez accumulé, vos économies, votre maison, votre truc. Il va falloir tout laisser. Votre petite maison, votre confort, vous voyez, vous savez que tout ça, c'est du provisoire, de l'accessoire. Et on peut le dire d'un point de vue littéraire, mais vous le réalisez dans votre corps quand on vous dit que vous avez le cancer, tu le réalises bien après. Tu le réalises vraiment d'une manière très, très concrète. Alors, ça crée, après je me suis dit, bah on verra. Le diagnostic, on verra. Au bout d'un moment, il y a les diagnostics qui se suivent, et puis on sait que c'est pile ou face à chaque fois. Le PET scan, la biopsie, quel niveau, etc. Puis après, bah voilà quoi. Vous êtes plus le même à nouveau. Il y a quelque chose qui s'est encore à nouveau détaché. C'est pour ça que la vie, le sens de la vie prend encore plus de relief. La question du sens de la vie prend plus de relief quand vous êtes confronté à des échéances que vous n'aviez pas anticipées, la maladie, tout ça. Vous dites là, il y a un sens de la vie. Là, il va falloir peut-être que je donne un sens à ma vie. Et vraiment, l'adversité que nous connaissons, cette adversité que vous notez à travers tous les événements qu'on vit les uns les autres, hein, eh bien, elle se poursuivra ailleurs. Hein. Elle est toujours là, elle sera toujours là. Il y a vraiment des enjeux très, très forts qui dépassent notre petite existence terrestre. Oui, il y a des enjeux. Mais c'est important de se battre. C'est important de se battre. On est là pour se battre. On n'est pas là pour se reposer. Comme je vous dis toujours, on n'est pas là. Faut pas croire que sur Terre, ça sera un camp de vacances où on peut se détendre et profiter. Ça, c'est pas vrai. C'est des illusions. C'est pour vous endormir. Là, c'est vraiment pour vous endormir qu'on vous fait croire ça. Donc, on garde comme on peut l'énergie jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Comme Chalençon a fait, je crois. Il a fait il a rempli il a peut-être fait une faute, parce que la maladie, les actions, il a peut-être été trop loin, peut-être qu'il a trop chatouillé, il a été voir Tapi, j'avais vu, il était reçu par Tapi, et puis il était sur les médias, donc il a eu accès à des choses, c'est sûr. Et là, ça brûle. Il a été reçu par Tapi, tout ça, ils se sont entretenus. Tapi savait énormément de choses, Et donc, qu'est-ce qu'il a appris? Qu'est-ce qu'il a compris? C'est lui seul qui sait. Lui seul saura ce qu'il a peut-être fait. Peut-être qu'il a commis une erreur. Peut-être qu'il a commis une faute. Et que ça l'a conduit là où ça l'a conduit. C'est lui seul qui le sait. Je vous l'ai dit, c'est pas facile, hein, de mettre le curseur tout le temps au bon endroit, de mettre son curseur intérieur au bon moment, au bon endroit. C'est pas facile. Il y a tout un travail complexe. C'est très complexe. Et simple à la fois, mais il y a une complexité parce que ça fait appel à plein d'éléments, une
une forme de distance vis-à-vis de soi, une auto-critique. Faut faire attention parce que les pièges sont aussi en nous. Je vous dis, l'ego, l'orgueil, la dopamine, enfin plein de choses comme ça. Et ça invite à beaucoup de prudence, vous savez. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire, mais c'est une histoire de curseur. Je vous souhaite, on va se terminer là, je vous souhaite une bonne soirée. Là, c'est la nuit. Hein. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.